Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux chez Liberté Politique, dans le cadre de nos entretiens, d'accueillir Adrien Abouzid. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes donc avocat et vous venez d'écrire un livre tout à fait exceptionnel, franchement, qui s'intitule « La France divisée contre elle-même » aux éditions Altitude, qui donne des clés de compréhension extraordinaires sur la situation actuelle de la France. Vous dressez un très beau panorama de la France en remontant relativement loin, on va en parler, et vous vous livrez à une analyse très implacable et extrêmement juste de ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes qui nous conduisent aujourd'hui à ce que vous appelez une véritable déstructuration, donc vous refusez même le mot déclin, vous dites c'est une véritable explosion, si je pousse un peu les termes, de la France telle qu'elle a toujours été jusqu'ici. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné, il y a beaucoup de livres qui s'écrivent sur la France aujourd'hui, sur son déclin justement, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre supplémentaire? Vous savez, c'est la fameuse phrase de Disraeli, l'ancien Premier ministre anglais. Quand j'ai envie de lire un livre, je l'écris. Et il me semblait que certaines causes de l'effondrement de la France n'étaient pas précisément, forcément ciblées. En particulier, je voulais comprendre nos responsabilités propres. Au lieu de toujours invoquer la faute d'autrui, comprendre pourquoi notre pays, qui était le phare de l'humanité, en tout cas qui l'a été pendant un certain nombre de siècles, comment se fait-il qu'on en arrive à la situation actuelle? Ce n'est pas possible qu'un pays qui a à ce point les cartes en main en arrive à la situation où nous en sommes. Pour expliquer cela, dans la mesure où on n'a pas été submergé par les armées de Genghis Khan, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas vécu d'événements de cette ampleur. Donc, dans la mesure où on n'a pas vécu ce genre d'événement, pourquoi nous en arrivons à cette décomposition de la France, à cette haine de soi? Je voulais comprendre la haine de soi française. Je voulais comprendre la passivité des Français face à la défrancisation de leur pays. Voilà. Cette passivité, pour moi, était un objet d'étude qui n'a pas été traité. Et donc, voilà, écoutez, dans la mesure où je n'ai pas trouvé la réponse ailleurs, j'ai essayé de donner les miennes. C'est ça. Il y a eu cette montée en puissance de la France qui est devenue effectivement le pays le plus magnifique au monde, Oui, notamment autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Et on voit bien que la rupture de la Révolution est tout à fait claire et que depuis ce temps-là, même si apparemment, et on le voit bien dans votre livre, vous le soulignez parfaitement, apparemment les choses au XIXe siècle ont l'air de se passer finalement pas trop mal, ce n'est qu'une façade. Parce qu'on voit bien que tous les éléments de l'écroulement se mettent en route. Tout à fait, et puis surtout, il faut avoir une vision, une approche catholique des choses. Nous savons qu'un individu, c'est certes son corps, mais c'est aussi son âme. Eh bien, un pays, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on analyse l'existence d'un pays, ou l'évolution d'un pays à travers les âges, il faut voir l'évolution de son corps matériellement, de son peuple, et je dirais de l'âme du pays. Et vous savez, c'est le phénomène Talleyrand. C'est-à-dire que Talleyrand a rendu un service à la France au traité de Paris 1814 objectivement, puisqu'il a évité un démembrement de la France ou une réduction de ses frontières, c'est bien, sauf que ce même Talleyrand est celui qui a liquidé l'Église de France. C'est lui qui a donné le coup d'envoi de la liquidation de l'Église de France et la liquidation de ses biens. Et donc, ce faisant, il a affaibli les forces de l'Église dans la société française, il a affaibli les forces spirituelles de la France, et donc, au final, il a apporté un coup terrible à la France. Donc, il faut bien avoir ces deux aspects à l'esprit, le matériel et le spirituel. Et au 19e, certes, on a quand même un petit reliquat, on est encore au début du siècle le pays le plus puissant d'Europe, on a des cartes que l'on joue, Napoléon III d'ailleurs se permettra de lancer des expéditions à Crimée, au Mexique, ce qui est un peu curieux d'ailleurs aujourd'hui. Mais derrière cela, il y a un affaiblissement des forces spirituelles qui se paye à la fin, in fine, d'un point de vue matériel. Et d'ailleurs, la défaite de 70 illustre cet affaiblissement français, si vous voulez. La situation de la France 9e est la suivante. Certes, nous avons nos vestiges matériels, humains et culturels, mais l'érosion, je dirais, de nos forces spirituelles conduit au désastre en 70, il conduit au désastre en 1914, puisque quand on commence la guerre, on se prend une série de raclées, il faut le dire, avant le miracle de la Marne. Traduction concrète aussi en 1940, et
traduction concrète pendant toute la Ve République. Hein. Je m'excuse, mais... Alors, vous ouvrez dans votre livre un chapitre extrêmement intéressant qui est celui de la direction de l'État français par le maréchal Pétain. Et ce sont des pages extrêmement intéressantes qui sont tout à fait politiquement incorrectes et qui vont à contre-courant de la doxa actuelle. Vous expliquez qu'en fait, pendant 4 ans, l'État français a justement essayé de reconstruire ce qui avait été grosso modo, je synthétise, détruit par la République. Et ça, c'est tout à fait fascinant parce que, alors c'est très étayé, hein, c'est un chapitre, moi, que je trouve extrêmement bien rédigé parce que très étayé, très clair, très précis. Ce qui est très intéressant, c'est que vous évoquez que c'est, je dirais, à contre-courant de la doxa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez la doxa sur cette question d'il y a 20 ans, eh bien la doxa d'il y a 20 ans, donc pro-système, hein, est déjà à contre-courant de la doxa aujourd'hui. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on s'éloigne de l'histoire, plus on a une vision de ces choses, je dirais, pavloviennes, et détaché de la réalité. Si on passe cette période, on en arrive à la Ve République. Et pour vous, alors vous décrivez finalement une Ve République très déconstructrice en fait. Vous donnez quelques messages d'espoir et notamment on sort de votre livre avec un vrai message d'espoir parce que vous parlez grosso modo de la dictature politico-médiatique actuelle qui est maintenant avérée. Bon, il n'y a même pas à en discuter malheureusement, elle est là. Et vous avez tout un développement, et ce sont vos dizaines de dernières pages, qui est un véritable signe d'espérance, en parlant notamment des nouveaux médias. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en train de vivre, j'aime pas employer ce terme, allez, je l'emploie pour me faire comprendre, une véritable révolution médiatique. C'est-à-dire que il y avait une culture depuis 70 ans qui était portée par les médias de masse. C'est encore le cas d'ailleurs. Donc quand je dis médias de masse, télévision, radio, presse écrite. Et dans l'esprit des gens, en particulier, et surtout, je dirais, des jeunes générations, cette culture est en train d'être substituée par une autre culture qui est, elle, portée par Internet, les sites de réinformation, les réseaux sociaux, etc. Et là, le système est complètement impuissant pour contrer ce phénomène. Et concrètement, pourquoi aujourd'hui les idées, on va appeler nationales, patriotiques, catholiques, reviennent un peu en force, reviennent même en force tout court, grâce à ces médias? Ben, c'est très simple. C'est que, habituellement, nos adversaires disposaient des forces du système. Ils disposaient de la force de frappe médiatique, ils disposaient de l'université, ils disposaient de l'éducation nationale, etc. Donc, on n'était pas armes égales. C'est-à-dire qu'en face, ils avaient 5 chars d'assaut et nous, on avait 3 cure-dents. Maintenant, ce n'est plus le cas sur Internet. Sur Internet, c'est niveau contre niveau, intelligence contre intelligence. D'où le succès de la réinformation, d'où le succès de TV Liberté, d'où le succès de Méta TV, d'où le succès de F de Souche, d'où le succès du Salon Belle. Et en particulier chez les jeunes. Le phénomène chez les jeunes est massif. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les phénomènes psychologiques générés par les médias de masse, je pense à un d'entre eux, la diabolisation, ne fonctionnent pas, ou fonctionnent en tout cas peu, ou fonctionnent beaucoup moins bien chez les jeunes générations. Comment vont faire nos ennemis pour museler les esprits s'il n'y a plus la diabolisation? C'est une révolution, ça aussi. Donc vous évoquez le mot d'espérance. Oui, mais une espérance qui n'est pas, je dirais, naïve, mais une espérance qui se fonde sur des phénomènes qui sont concrets. Et vous expliquez que ça monte en puissance d'année en année. Et ça monte en puissance d'année en année parce que le niveau est chez nous, l'intelligence est chez nous, le courage est chez nous, l'audace est chez nous, le panache est chez nous. Il n'y a pas de panache, il n'y a pas d'audace, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de niveau à gauche. Je suis désolé, c'est comme ça. Il y a un aspect générationnel aussi qui joue énormément. C'est-à-dire que concrètement, les plus de 50 ans ne sont pas autant branchés que les jeunes sur Internet. Je le dis sans que ce soit péjoratif, c'est un simple constat. Oui, c'est ça. Et a fortiori, les 60, 70 ans, 80 ans, ils sont moins sur Internet. Mais chez les jeunes en particulier, la dynamique est chez nous. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que les grands médias commencent maintenant, depuis plusieurs mois, à diaboliser les réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, mais messieurs, les individus qui sont sur les réseaux sociaux, mais ce sont des électeurs comme vous et moi. Donc, ils ne sont pas d'une nature plus méprisante que n'importe qui autre. Donc, la diabolition des réseaux sociaux n'a absolument aucun sens. Elle est absurde et on voit bien la panique, effectivement, du milieu politico-médiatique qui sent les sables mouvants se rapprocher. D'où d'ailleurs la fameuse loi anti-fake news de Emmanuel Macron, qui est un aveu de faiblesse absolument terrible. Outre que ce soit une loi de nature soviétique, puisqu'on va apparemment, si j'ai bien compris, installer des vérités d'État. Donc, comme dans 1984, on va faire un ministère de la vérité, n'est-ce pas?
C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous apprendre que la vérité n'existe pas, et soudainement, on refait un mystère de la vérité. C'est quand même particulièrement curieux. Mais cette contradiction est le signe qu'en face, ils ne sont pas aussi sereins que ça, et qu'ils sentent la vague monter. Eh bien, écoutez, Adrien Abogid, un grand merci pour cet entretien. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui permet vraiment d'avoir les clés de compréhension de la situation actuelle, de cette déstructuration complète de la France, en partant vraiment des origines du problème, c'est-à-dire en gros la Révolution française. C'est donc La France divisée contre elle-même, aux éditions Altitude. C'est un livre, me semble-t-il, à lire pour vraiment comprendre la façon dont on peut ensuite agir pour essayer, s'il en est encore temps, et je le crois, Bien sûr, de redresser la situation. Un grand merci, Adrien. Mais c'est moi qui vous remercie. Et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.